Salam alaikum. Dans cette vidéo que je viens de monter, vous allez pouvoir observer très simplement les techniques employées afin de nuire à l'image des Arabes et tout particulièrement des musulmans. Sandra Walden et son fils Gene ont toujours été proches l'un de l'autre. Ils s'intéressent tous deux aux forces occultes. Ce que je préférais plus que tout, c'était de regarder des films d'horreur. Quand on regardait un film tous les deux, on éteignait les lumières et on se préparait du popcorn. On avait du plaisir à avoir peur. Écoutez bien. Le professeur Jack Sheehan de l'Université du Sud de l'Illinois a décidé, lui, d'étudier l'image des Arabes dans le cinéma hollywoodien. Il a visionné 1000 films. Il a conclu que les Arabes sont décrits comme des brutes sanguinaires, des terroristes qui veulent s'attaquer aux bras occidentaux. Il a réuni donc ses conclusions, ses observations dans le documentaire que nous vous présentons ce soir. Hollywood et les Arabes. Dans mon dernier livre, Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, j'ai examiné plus de 1000 films, depuis les débuts obscurs du cinéma hollywoodien jusqu'aux dernières superproductions. J'ai voulu mettre en évidence ce que trop de gens refusent de voir. Une dangereuse omniprésence du stéréotype de l'arabe haineux qui dépouille un peuple entier de son humanité. Dans tous les aspects de notre culture, l'arabe tient le rôle du bandit. C'est un fait. Il n'y a aucune exception. On nous a présenté de manière répétitive quelques images structurées, de sorte que nous ayons toujours la même conception, que l'on vive à Paducah, dans le Kentucky, ou à Wood River, dans l'Illinois. Listen to the sound of altar. Et cette conception correspond au mythe véhiculé sur les Arabes dans le cinéma hollywoodien. Les années passent, mais les pays arabes ne changent pas. Mais en retard. Toutes mes excuses, oh homme patient. Alors, tu l'as. J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc. Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. Les cinéastes utilisent les Arabes comme des personnages caricaturaux, des faire-valoir à qui ils attribuent le rôle du méchant ou du comique de service. D'un film à l'autre, les Arabes tiennent le rôle de bouffons destinés à déclencher des rires faciles. Les Arabes sont généralement représentés comme des incompétents. Ainsi, dans le film Vrai mensonge, ils sont non seulement dangereux, mais incapables. Moi, eux, nous sommes tous préparés à mourir. Avec un seul tour de cette clé, 2 millions d'entre vous mourront instantanément. Quelle clé? Cette clé. Qui a pris la clé? L'acteur Jamie Farr, dans le film Cannonball 2, incarne à la perfection le bouffon arabe. I have a weakness for blondes and women without much. Dans Le Diamant du Nil, le cheikh Omar tend un piège à Kathleen Turner. Il la convainc de l'accompagner au pays des Arabes, où il la séquestre. Dans Protocole, le même type de ruse de séduction se répète. Toute l'intrigue repose sur l'attirance obsessionnelle d'un émir arabe pour la blonde aux yeux bleus, incarnée par Goldie Hawn. Dans le James Bond Jamais plus jamais, Kim Basinger est la proie des Arabes les plus dépravés qu'on puisse imaginer.
Ligotée à un poteau, presque nue, elle est mise aux enchères pour des bédouins à l'allure primitive. Dans Sahara, Brooke Shield est elle aussi kidnappée et livrée aux mains d'un cheik pervers pour satisfaire ses plus vils désirs. Plus de 300 films. Plus de 300 films. Plus de 300 films. Soit près du quart des films hollywoodiens qui humilient les Arabes d'une manière ou d'une autre, contiennent des calomnies tout à fait gratuites ou font des Arabes un objet de risée. Nous allions à la Mecque et l'avion était rempli d'Arabes avec leurs animaux, des chèvres, des moutons, des poules. Ils ne vont nulle part sans leurs satanés animaux. Il a fallu mettre du plastique dans la cabine parce que tout ça, ça grille, ça défecte partout. Au début du film Chapitre 2 de Neil Simon, l'acteur principal revient de Londres. Quand son frère lui demande comment il a trouvé la ville, celui-ci répond « pleine d'Arabes ». Mais imaginez s'il avait répondu « pleine de Noirs »,« pleine de Juifs » ou « pleine de Latinos ». C'est ridicule. Pourquoi dire de telles inepties? Pourtant, le premier film Le Père de la mariée, avec Elizabeth Taylor et Spencer Tracy, ne met en scène aucun personnage arabe ou arabo-américain. Pourquoi Disney a-t-il introduit des personnages aussi dégradants dans Le Père de la mariée 2? Pour la même raison que dans Gladiateur, les marchands d'esclaves qui capturent Russell Crowe sont arabes. C'est insensé. Hollywood introduit des Arabes ou des scènes dégradantes pour les Arabes dans des films qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. Dans le film Retour vers le futur, par exemple, de vilains Libyens incompétents tirent à la mitraillette sur le scientifique fou et son compagnon dans un stationnement. Pourquoi? Ce film est plutôt un retour vers les vieux stéréotypes que vers le futur. Emmitouflé de noir, une silhouette voilée en arrière-plan, dans l'ombre, totalement soumise. Il semble que plus les femmes arabes s'épanouissent, plus Hollywood les enferme dans leur carcan. La politique et les images d'Hollywood sont intimement liées et se renforcent mutuellement. La politique et les images d'Hollywood La politique et les images d'Hollywood sont intimement liées et se renforcent mutuellement. La politique nourrit les mythes qui contribuent en retour à faire valoir la politique. Jack Valenti, président de Motion Picture Association, a dit que Washington et Hollywood ont le même code génétique, le même ADN. L'image de l'arabe a subi une transformation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. 3 facteurs en sont à l'origine. Le conflit israélo-palestinien, dans lequel les États-Unis ont clairement pris position en faveur d'Israël, l'embargo pétrolier des pays arabes dans les années 1970, qui a fortement irrité les Américains lorsqu'ils ont vu s'envoler le prix de l'essence, et enfin, la révolution iranienne, qui a envenimé les relations arabo-américaines en raison de la prise en otage de diplomates américains par des étudiants iraniens qui a duré plus d'1 an. Ces 3 événements pivots ont situé le Moyen-Orient au cœur de l'actualité américaine et ont remodelé les stéréotypes arabes au cinéma. En particulier, l'image du cheik a été revue et corrigée. Dans le film Une femme d'affaires, il cherche à prendre le contrôle du monde entier grâce à sa fortune et tente d'acheter l'Amérique morceau par morceau. Et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Mais c'est bien, ils ont... Et moi j'ai attendu 30 ans pour un logement, pourquoi ils en auraient un tout de suite Non mais faut pas déconner, ben, je manifeste, c'est pour ça que je viens. Il faut pas déconner, non?
Alors, et à votre avis, ils vont vous donner un logement? Guido, Sarkozy, perd la lutte des Sarko, c'est un homme, ça, Sarko. Il en faudrait 2 Sarko dans Paris. 2 Sarko dans Paris, comme ça. C'est bon, au Karcher, faut nettoyer tout ça. Allez, allez, les clandestins et tout. Au Karcher, faut nettoyer tout ça. Au Karcher. Au Karcher. Karcher, faut nettoyer tout ça. On en vient à cette affaire étonnante et disons-le consternante. Un client du fournisseur d'accès Orange, Mohamed Zaidi, s'est vu attribuer un mot de passe raciste, salarabe. Salarabe. On nous traite de salarabe, de pougnoul, de gros mots, de raton. Qu'est-ce que tu leur dis aux Français quand ils disent ça? Je peux rien leur dire, parce qu'on n'est pas dans notre pays. On s'écrase. Ils veulent pas de nous dans leur monde. Ils nous mettent trop... Ils nous isolent, en fin de compte. Ils veulent nous oublier, mais quand ils nous voient dans la rue, ben, ça se voit dans leurs yeux qu'ils nous... avec un noir? Ça pourrait m'arriver, je pense. Est-ce que vous vous marieriez avec un noir? Peut-être, je sais pas. Et avec un arabe? Avec un arabe, je sais pas. On ne nous montre jamais de Palestiniens qui souffrent à cause de l'occupation, ni les camps de réfugiés, ni les innocentes victimes palestiniennes qui sont tuées. Ces images sont bannies. Pourquoi? Existe-t-il une règle tacite à Hollywood interdisant de donner aux Palestiniens un visage humain? Et pourquoi ne pourrions-nous pas les montrer sous un jour favorable, au même titre que les Israéliens? Du point de vue médiatique, cinématographique, politique, la vie d'un enfant palestinien n'a-t-elle pas la même valeur que celle d'un enfant israélien? Et si c'est le cas, pourquoi le grand écran fait-il abstraction? Dans tout le cinéma de sécurité nationale, l'enfer du devoir restera dans les annales comme le plus raciste. Le film a été scénarisé par l'ancien secrétaire de la marine, James Webb. L'action se déroule au Yémen, un pays réel du Moyen-Orient. En raison de violentes manifestations devant l'ambassade américaine, les Marines, dirigés par Samuel L. Jackson, sont appelés en renfort pour évacuer les employés américains. Mais les Marines ouvrent le feu sur la foule, tuant de nombreux Yéménites, parmi lesquels des femmes et des enfants. Pour mener son enquête, Tommy Lee Jones, l'avocat qui défend le personnage de Samuel L. Jackson, se rend au Yémen. Jusque-là, on est porté à croire à l'évidence que les Marines ont bel et bien commis cette atrocité. Des marines américains armés, ils tiraient sur son peuple. Ils essayaient juste de défendre leur peau. Durant son enquête, l'avocat aperçoit une petite fille unijambiste. Il la suit et se retrouve dans une salle d'hôpital remplie de victimes civiles. Il découvre une bande audio près du lit de l'une de ses victimes. Il fait ensuite traduire le contenu de la bande en cours. Et on commence immédiatement à comprendre qui est réellement responsable du massacre. Tuer les Américains et leurs alliés, qu'ils soient civils ou militaires, est le devoir de chaque musulman qui en est capable. On découvre que les civils yéménites ne sont pas aussi innocents qu'il n'y paraît à première vue. Il s'avère qu'ils ont ouvert le feu les premiers. Et dans une scène d'une incommensurable infamie, on apprend soudainement que la petite fille qui nous a tant attendris, dont l'humanité et l'innocence ont fait fondre nos stéréotypes, ne vaut finalement pas mieux que les terroristes yéménites. Si bien que, quand Samuel L. Jackson nous livre la réplique clé « Il faut tuer ces enfoirés », on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord.